qui s'appelait Pugier, ont été fermiers au bas du juge. Voilà, c'est ça, oui, oui. Je n'ai pas les dates, là, 1906, je crois, en 1900. Mais ça, c'est grands-parents, là, vos grands-parents. C'est des grands-parents. Grands-parents maternels, c'est ça? Maternels. Donc, j'ai aucun document parce qu'il y a peut-être 2 photos, 3 photos du bas du juge, mais enfin, vous en avez des dizaines, certainement. Je dois avouer, j'en ai pas beaucoup non plus. Je sais que j'ai des photos de gens qui étaient à une certaine époque, c'est vrai. Certaines personnes les ont reconnues, donc, dont René Le Catelli, par exemple, qui apparemment était sur une photo, mais malheureusement, qui était tout petit à l'époque. Donc il m'avait donné des noms de personnes, mais je ne les ai pas notés là. Mais je n'ai pas, j'ai pas pu regarder votre site internet. Site internet, parce que ma petite fille m'a invité à aller voir, mais je il y en a pour des heures aussi. Elle est toujours pressée. Ouais, ça fait 3-4 ans maintenant, la 4e année maintenant que j'attaque. C'est sympathique. Oui, voilà, ça plaît aux gens, c'était le but, n'importe comment, voilà. Alors maintenant, je suis à la recherche de témoignages de personnes pouvant me dire, pouvant me raconter soit des anecdotes ou soit, je sais pas, ce qui s'est passé à Saint-Albin, des trucs comiques, ça peut être de tout, quoi. Enfin, mais les grands-parents faisaient revivre une époque, évidemment, par tous leurs souvenirs, par toutes les anecdotes, etc. Mais je suis incapable d'en faire autant, certainement. Non, mais juste des vagues souvenirs. Bon, si vous avez même si les noms, bon, s'il n'y a pas de nom, c'est pas grave du tout. Hein. Non, le principal, c'est de faire plaisir aux gens et puis de garder une mémoire de Saint-Albin. Quelques vieux de Ouessant qui connaissaient bien Saint-Albin. Aussi, oui, je pense que oui. Voilà, la seule pièce qui existe, c'était la carriole de mon grand-père. J'ai vendu il y a 5 ans, et il y avait son nom, il fallait une plaque pour la police, pour la gendarmerie. Voilà, à l'époque, oui, bien sûr. La carriole était peut-être identifiée. Voilà, oui. C'était marqué Joseph Pugier, Saint-Albin de Bolser. Alors je voulais l'enlever cette plaque quand je l'ai vendue. L'acheteur m'a dit, Guy de Pressin m'a dit, oh non, oui, pas, ça fait authentique. Ça fait. Exactement. Bon, alors oui, les Bolser, ça viendrait d'un hameau de Barcelonnette, qui s'appelle Bolser. Bolser, oui. Ça, je connais. Mais à cette époque-là, c'était le marquis d'Aubigny, alors? Non, c'est longtemps après. Ah d'accord, c'était bien avant, alors. C'est bien avant. Alors, sous le Second Empire, ils étaient très riches, les Bolser. Ils avaient d'abord les terres de Saint-Albin, la plus grande partie des terres de Saint-Albin. Je crois qu'ils avaient la ferme de Bury maintenant, Bury. Ils avaient la ferme Chamard, et puis les 4 fermes qui leur restent, qui sont maintenant regroupées. Les plus gros propriétaires, disons. Voilà. Ils sont regroupés. Ouais. Ils étaient très riches et ils avaient investi dans les mines de Lorraine, à la sidérurgie de Lorraine, je crois. Après ce qu'on disait, une demoiselle de Bolser s'était mariée avec un de Vindel. Ça vous savez, il y avait un de Bolser qui avait été maire de Saint-Albin à une époque. Et on parlait en 1900, on parlait encore du feu d'artifice qu'un marquis de Bolser avait donné pour ses 50 ans de mariage. C'était très rare, des noces d'or. Et ils allaient faire à leurs invités, à la population, un feu d'artifice mémorable. On en parlait encore en 1905. J'avais retrouvé, disons, lorsqu'ils avaient mis la Madone, qu'ils avaient reçu la Madone. Ça, je ne l'ai pas. Voilà, et la fête qu'ils avaient organisée. Avec, alors là, à la fin, on est en 1870, la Lorraine est devenue allemande. Et ils avaient, le pactole s'est peut-être tari un peu, ils avaient diminué leur train de vie, ça c'est sûr. Ils passaient l'hiver à Paris, ils fréquentaient leur société sous le Second Empire, mais ils ont diminué leur train de vie. Et on arrive à la fin du 19e siècle, il y avait un marquis de Bolser qui avait une famille, plusieurs filles et 2 fils, Bruno et Maurice, qui étaient tous les 2 officiers de carrière. Et d'après ce qu'on racontait, ils racontèrent le jour du mariage de Bruno, qui aurait été l'aîné, je ne sais pas quel est l'aîné, mais enfin, c'est on dit. Le soir, une dame vêtue de noir, tout le château était en liesse, une dame vêtue de noir est descendue, ça on me le racontait,
descendu du train, elle a demandé sur plusieurs personnes que j'ai connues d'ailleurs, qui habitaient sur le bord de la route, destination du château de Volser. Et elle se présentait au château, elle a demandé à parler au marquis de Volser. Et ils se sont dit qu'on ne sait rien. Et le fait est que la lune de miel du jeune marié était assez courte puisqu'il est parti pour le Tonkin, qui était la grande époque de la conquête coloniale. Oui, coloniale, oui. Il est parti pour le Tonkin, paraît-il, très très rapidement. Et on a dit que pour le punir, c'est à lui qui devait revenir le château familial des de Volser, les fermes de Saint-Albin, qui ont été données à son frère Maurice, qui a fait une brillante carrière dans l'armée, puisqu'il était colonel à 40 ans. C'était pas vilain. Il y a une anecdote, là. Il commandait un régiment où, je n'en sais rien, probablement dans l'Est, hein. 3/4 des troupes se trouvaient dans l'Est. Et il y a un garçon de Ouessant qui s'appelait Bournaquera. Il y a des Bournaquera à Saint-Albin, il y en a un peu de partout. Exactement. Beaucoup essaimé dans la région. Un Bidas qui était incorporé dans le régiment de Maurice de Volser, qui, peu de temps après son incorporation, le colonel, on l'a dit que le colonel le convoquait à son bureau. Et il se demandait bien pourquoi, évidemment, il n'était certainement pas très tranquille. Et le colonel l'a accueilli gentiment, lui a dit « Vous êtes de Boissan, moi je suis de Saint-Albin, j'ai passé ma jeunesse à Saint-Albin, je suis le colonel de Volser, et je connais Boissan, il a été propriétaire du château de Boissan, etc., etc. J'ai encore des terres à Boissan. Le château de à côté, là. Oui. Si vous avez une requête à faire un jour, la porte de mon bureau vous sera ouverte. Merci. Bon. Maurice de Volser, le colonel, aurait fait une brillante carrière, mais il est tombé malade peu de temps après. Je crois qu'on lui a coupé un bras. Il est mort avec un seul bras manchot. Maladie, je veux dire, héréditaire, quoi. Maladie, ou alors tuberculose, ou syphilis, ou enfin bref. Et en laissant une femme et une fille, Yolande de Volser, la marquise, la veuve marquise, qui est venue s'installer à Saint-Albin, parce qu'elle suivait son mari dans les garnisons, elle est venue s'installer. À quelle époque? À la fin de... J'ai pas de date exacte, à la fin du 19e siècle. C'est que la marquise de Volser, c'est la personne qui avait donné, qui avait créé comment s'appelle, l'hospice de Saint-Albin. Peut-être. Des documents, c'est elle qui avait donné l'emplacement, enfin le terrain déjà pour l'hospice. Avec sa fille Yolande de Volser. Oui, c'est ça. Voilà. Ils habitaient le château. Ils sont venus à la fin du 19e siècle, alors que la marquise était déjà veuve. Il est mort avant 55 ans, je crois, le colonel. C'est à elle et au régisseur, évidemment, que mon grand-père a eu affaire. Mon grand-père venait de se marier en 1901, il venait de Pont-Beauvoisin. Pas très loin. Voilà. Pas très loin. Et il avait été journalier la première année de son mariage. Il était journalier dans les fermes de Saint-Albin. Oui. Il était ouvrier journalier. Quel était le nom de votre grand-père? Je m'excuse. Pardon? Le nom de votre grand-père? Joseph Fugier. Fugier, d'accord. Il était journalier, il est resté pendant un an, il travaillait, il fauchait, boissonnait, etc. à Saint-Albin de Volser. Après, il avait trouvé une espèce de métayage à Pont-Beauvoisin, là-bas, à l'emplacement de l'hôpital actuel. Ça a changé, certainement, depuis l'époque. Ah oui, oui, oui. Très exactement, l'emplacement de Norbe. C'est un peu... Non, je vous demande le nom de votre père, de votre grand-père, pardon. J'ai vu, disons, dans le grenier, qu'elle veut dire, de la mairie de Saint-Albin, quand j'ai commencé à faire des recherches avant
de publier, disons, certains articles, ils avaient fait un dénombrement de la population dans les années 1800 et des poussières, je ne me rappelle plus exactement, et j'ai toute une liste de noms, justement, avec les professions, comme vous venez de me le dire, journaliers. Il y avait énormément de personnel journalier, ou même de lingères à Saint-Albin-de-Golsert. J'ai l'impression que c'était un métier. Pratiquement tout le monde était journalier. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'à cette époque-là, on ne comptabilisait pas les enfants de moins de 10 ans. Et je me suis fait renseigner pourquoi, pour quelle raison. On m'a dit tout simplement parce que la durée de vie des enfants, la mortalité était effrayante à l'époque. Oui. Donc ils ne les comptabilisaient pas. Alors mon grand-père a trouvé des métairies là-bas à l'emplacement de Normand, magasin, si on peut dire. Vous n'avez pas connu là-bas les maisons, qui était la ferme qui était, avant les magasins là-bas. Il y avait une ferme là-bas. Ah non. Ça a été démoli il y a 40 ans. Ah non, je suis arrivé plus tard, dans la région. Ça n'a rien à voir avec Saint-Albin, mais enfin, tous les notables du pont avaient un petit vignoble. C'était la mode à l'époque qui allait, si on peut dire, de la Guinguette jusqu'au fond de Romagneux, etc. C'est un petit peu montagneux, je dirais, oui, c'est vrai. Et il y avait qu'une petite baraque dessus en bois ou en tôle avec une pressoir et une cuve. Il y avait beaucoup de journaliers qui allaient tailler la vigne. Avec pioché la vigne, etc., de ces notables. Ça doit faire une piquette assez effroyable, mais enfin... Il est bon, le vin de Savoie, il est quand même bon, on va pas le critiquer. Bref, ils avaient les sarments, on laissait les sarments à une partie du vin, à mon grand-père, au gars qui taillait les vignes. Ma grand-mère mettait les sarments en fagot soigneusement, elle les mettait à l'abri sous des tôles, je ne sais pas où, comment, et il descendait ça par paquet de 50 au pâtissier du pont, qui faisait de la pâtisserie au sarment de vigne. Donc, si vous voulez dire, c'était pour allumer le foyer ou... Non, c'est pour chauffer le four. Oui, pour chauffer le four, voilà, ouais, c'est ça. Le four de la pâtisserie. C'était une manière de gagner sa vie. Aussi, oui, bien sûr. Mon grand-père restait là-bas 3-4 ans. Les deux événements qui se rappelaient, enfin, c'était la construction des voies ferrées, soit Isère, soit Savoie, des lignes de tram à vapeur. Voilà. Ouais. Et surtout à Pont-Savoie, parce que Place Carouge, c'était un ravin, c'était une bière pratiquement. Et il y avait eu des travaux quand même, c'était pas le barrage Serre-Thompson, non. Il a fallu, avec des brouettes, des chevaux, des bœufs, des charriers de la terre, et construire une gare, faire une place, tailler le talus du fond pour faire une place pour mettre des voies de garage, etc. à Carouge. L'autre événement, c'était en Isère. Mon grand-père n'avait pas beaucoup de souvenirs parce que ça a posé des rails, ça n'a pas été très bruyant, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. L'autre événement, c'était le déménagement des bonnes sœurs que les lois anticléricales de 1905, 4-5, et des Ursulines, où sont actuellement les Ursulines. Il y avait un couvent d'Ursulines. Oui, ça n'a pas tellement touché les paysans, parce que c'était des sœurs cloîtrées qui ne sortaient jamais. On disait pas mal de choses d'elles, notamment que c'était assez barbare. Il y avait une novice qui était de la région qui voulait l'enterrement de son père ou de sa mère, je ne sais pas. La supérieure a refusé l'autorisation, par exemple. C'était assez... Et on les éloignait dès qu'elles avaient prononcé leur vœu définitif pour les envoyer au bout de la France ou même à l'étranger pour amener des sœurs, des bonnes sœurs. Alors c'était un soupir de soulagement parce que quand ils ont appris que les sœurs du Rosaire avaient accepté les amendements, enfin il y a des tas d'amendements sur les lois qui permettaient un bail de 100 ans aux religieux de rester dans leur...
Alors, c'était un soupir de soulagement parce que ces bonnes sœurs allaient soigner les malades. Il y avait des antennes à Saint-Albin, on en parlera, il y avait des antennes à Saint-Paul, etc. Il y avait des sœurs qui avaient travaillé dans des hôpitaux qui étaient compétentes. Il y avait d'autres qui avaient travaillé dans des maternités pour assister une femme en couche, etc. C'était vraiment un soulagement quand on a su que les bonnes sœurs restaient. Mais les Ursulines sont parties, évidemment, elles ont pris le train un jour. Ces deux événements dont mon grand-père, les grands-parents se rappelaient, Monsieur le Pont. Alors ils ont, en 1911, ça, vous allez dire, je m'égare, mais pas tellement, parce que mon grand-père était journalier, je vous l'ai dit, il travaillait dans les fermes. Et c'est un monsieur Sonnet qui habitait la Ranche, qui avait loué 2 pièces, un petit appartement dans sa maison. Monsieur, c'est moi. Qui avait loué un petit appartement dans sa maison et qui avait été garde-chasse et garde forestier au château de Volserre, pour les Volserre. Ce monsieur Sonnet est un officier en retraite, soit à peu près incorruptible. Et les régisseurs n'étaient pas corrompus, mais enfin ils acceptaient certainement les petits cadeaux, certainement ils fermaient les yeux sur ça. Là c'était un peu l'œil de Moscou, quoi, la police des polices. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de personnel autour du château. Vous voyez, il était déjà plus, je crois, en activité qu'à mon grand-père. Mais il a servi de caution à mon grand-père pour rentrer en ferme à Saint-Albin au juge. Parce que, malgré tout, il fallait quand même une certaine garantie. Monsieur Sonnet connaissait mon grand-père parce qu'il avait été le locataire, il l'avait estimé, et il avait un peu pistonné, si on peut dire. Parce que les de Volserre avançaient une année de fermage en liquide. C'était peut-être une manière de fidéliser, pour pas que les fermiers partent au bout d'un an en laissant tout en plan. Ils avaient plusieurs années pour rembourser. Les fermiers se sentaient redevables en fin de compte. C'est ça, c'est tout. Voilà. C'était pas si. C'est une manière de conserver son personnel. Alors, mon grand-père est donc venu au bas du juge, il se trouvait pas mal parce qu'il connaissait déjà les fermes de Volserre. Ensuite, c'était une ferme qui n'était pas mauvaise, qui n'était pas trop grande, il y avait à peine 15 hectares, je crois, de terre qui allait avec. Le jardinier du château, c'était un parent de ma grand-mère, c'était un père Neyton, qui avait des relations assez bonnes avec lui, quoi. Il y avait le fermier là, vers la Croix des Adieux, il y avait une ferme là. Oui. La ferme sèche non, pas la ferme sèche, la ferme avant la Croix des Adieux. C'est un musicien qui appelle, paraît-il, je ne le connais pas. Enfin. Et c'était le frère du beau-frère, enfin bref, c'était une famille amie et alliée. Et oui, c'était pas mal, quoi. Et il y avait les fermes le mas du juge, c'était une ferme qui n'était pas mauvaise. Il y avait combien de châtaigniers? J'en sais rien, peut-être une vingtaine de châtaigniers énormes. Il y en avait partout à l'époque. Et ça empoisonnait les laboureurs, ça empoisonnait tout le monde. Hein. Mais les châtaignes étaient un bon rapport à l'époque. À tel point que ma grand-mère, mon grand-père ramassait parfois 1 tonne. Et dans les très bonnes années, on a ramassé jusqu'à 1,5 tonnes de châtaignes. C'était déjà pas mal. Mais pourquoi ce nom du juge? Ça vient d'où? Je ne sais pas. La montée du juge. Il y avait un juge à l'époque, je sais pas bien ça. C'est vrai qu'il y a des noms, des fois. Il y avait le Melay là-haut, il y avait beaucoup d'eau, beaucoup de sources. Il fallait les canaliser, c'était un travail d'hiver. Il y a encore un grand bassin d'abord là-bas. Il y en a encore. Oui, il y a encore un grand bassin. Quand ils ont fait des captages, ils avaient capté, la ville du Pont avait fait des captages pour alimenter le pont, je crois. Ils avaient capté une partie des sources du Ruy.
Oui, alors il y avait l'avoine, la civilisation de l'avoine. C'était vraiment une hantise des fermiers de produire de l'avoine. Il y avait un commerce d'avoine qu'on n'a pas idée, absolument pas idée aujourd'hui, enfin, parce qu'il y avait des choses partout, quoi. C'était, Oui. à l'époque, ils ne se mettent pas d'avoine de printemps, c'était de l'avoine d'automne. Pourtant, on m'a toujours dit que l'avoine, il ne faut pas trop en donner. On consomait le bonheur à l'automne. Ça nous énerve. 9 années sur 10. Il travaillait avant. Donc, 9 années sur 10, elle était versée. Donc il y avait quelques. C'était impossible de faucher à la faucheuse ou à la moissonneuse. Il fallait tout faucher ça à la faux. Mais ça, c'était d'un très très bon rapport. C'était très, très recherché. Il y avait des courtiers. Sitôt l'avoine battue, d'ailleurs, il fallait beaucoup de temps pour y battre à la batteuse, parce que ça faisait une paille longue qui était molle. C'était des locomobiles qui étaient à vapeur, qui n'étaient pas tellement puissantes, quoi. Ils ont tiré 10 chevaux de... J'avais une photo. On tirait facilement 10 chevaux. Ce genre d'engin, par exemple. Oui, Voilà. c'était exact. Ça, c'était à la ferme chez Bury, chez Jean Bury. Alors, c'était au début du siècle, hein, bien sûr. Alors l'avoine, il y avait des courtiers qui passaient sitôt battus, qui passaient dans les maisons et qui ont besoin avancer de l'argent pour garder mon mari à la récolte pour le printemps, parce qu'au printemps, à partir du mois d'avril, les cours s'envolaient. Il y avait des transports au pont, il y avait des transports des poulets qui transportaient, et puis il y avait les hôtels qui avaient des écuries et louaient des calèches, enfin je ne sais pas bien qu'appeler ça, des voitures, ce qu'ils appelaient des voitures à volonté. Il leur fallait de l'avoine à tout prix. Mon grand-père me disait, il n'en est pas au pont boire un coup chez l'hôtel Galet, au bar de l'hôtel Galet, sans que le patron sorte et lui dise, vous n'avez pas quelques balles d'avoine à me vendre. C'est les prix s'envolaient au printemps. Puis il y avait le tabac. C'était un culte. C'était presque une religion, le tabac. Le tabac, oui. C'était encadré. Tout le monde voulait faire du tabac. À Voissin, il y avait 13 planteurs avant 1912, en 1912, je crois. Et à Saint-Albin, il y en avait peut-être davantage, j'en sais rien. Oui, j'ai les quantités, mais je ne les ai pas de tête là. Mais je sais que je les ai à la maison, oui. C'était presque une religion, c'était presque un culte, c'était sacré. D'autant plus qu'à l'époque, ils recherchaient des feuilles très larges, très épaisses, pour faire du tabac pipe, ou bien du gros... C'était pas du virginien comme maintenant, voilà. Non. Ils cherchaient la régie, enfin la régie, c'était la régie qui était l'unique... acheteur, l'unique vendeur. Ça se passait tout à Pont-de-Voisin, exactement. Tout était remorqué à Pont-de-Voisin. Oui. Il y avait des anciens sous-officiers ou officiers retraités qui avaient un emploi réservé, qui étaient comme une culture, qui surveillaient comme les planteurs, comme on surveille la sulfure. Alors, pour la petite histoire de cette photo, justement, là, on a l'impression qu'on ne voit que des femmes. Les hommes sont prêts. Oui, mais si vous voulez, il y a eu plusieurs photos à l'origine. On m'a expliqué cette photo. C'est un photographe amateur qui se promenait dans la région. Une qualité merveilleuse. Ça date de 1904. Vous voyez, c'est quand même une qualité. Encore, moi, c'est une reproduction que j'ai faite. En réalité, j'ai eu 3 photos. J'ai eu une photo avec les hommes qui travaillaient sur la machine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que les femmes ont été jalouses? Ça devait préparer le manger à ce moment-là. Elles ont dû voir le photographe et nous, pour qu'on s'appelle sur la photo. Ça fait qu'il a refait une deuxième photo. Et puis après, il y avait des gosses qui sont venus. Il a refait une 3e photo le même jour. Et la 4e photo qu'il avait faite, c'est quand. Alors, c'est une photo qui est originale parce qu'on voit entre la ferme de chez Jean Bury, à l'heure actuelle, jusqu'au
comment on appelle ça, château de Volserre. Alors je ne sais pas si c'est apparemment ça serait à l'entrée du château de Volserre, sur la route normale, la départementale. On voit un chariot tiré par des bœufs et avec justement les mêmes comment on appelle ça, sacs donc c'est un chariot qui devait sortir, qui devait aller quelque part, je ne sais pas, au côté du château, et qui était à moitié renversé sur la route. Et l'agriculteur, il était en train d'essayer de tirer, essayer de les en sortir, parce qu'il n'y arrivait pas du tout, c'était tellement lourd. Alors c'est marrant, j'avais 4 photos dans la journée, et puis une 5e photo que j'ai retrouvée, où alors ça devait être la même saison, en fin de compte, c'est du côté de cette ferme-là, mais on la voit au loin, la ferme, et on voit au moins, je dirais pas 1 kilomètre, je vais mentir, mais pas loin, de linge, de drap. Ça devait être la lessive de l'année, je pense. C'est la bulle. C'est original. Et ces photos-là, elles ont été retrouvées par hasard. Enfin, voilà. Donc c'est ça qui nous intéresse. Alors, au mois de juillet, il y avait 2 appartements. Il y avait l'appartement du régisseur dans la même maison que la maison du fermier, et puis la maison du régisseur, où habitait le régisseur, qui était nettement plus confortable. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, enfin bref. Bah, disons que, oui, aujourd'hui, il y a quand même il y a 2 particuliers qui habitent, donc je suppose que ça va être le moment. Il y avait le régisseur, c'était un ancien sous-officier à la retraite, c'était un couple plutôt sympathique avec sa femme. Je crois qu'ils avaient des grands-enfants à l'époque. Et le monsieur avait une petite réputation de coureur jupon, enfin, bref. On ne citera pas son nom. Mais avec la Non, je dis ça parce que ça se m'interdit. Bon, alors mes grands-parents sont venus là, je dis bien qu'ils étaient assez heureux avec les familles. Il y avait à la ferme du château un fermier qui était des travailleurs acharnés et très très serviable, très très gentil avec mes grands-parents. Et comment était la vie à ce moment-là? Dure Il s'appelait Delphin. Non, mais la vie disons, en tant que fermier, en tant que travailleur au château, quoi. C'était assez difficile quand même comme vie, non? C'est-à-dire, il y avait des maisons, des fermes à l'époque où l'on ne se couchait pas pendant 2-3 mois. On dormait dans un fauteuil ou sur la table, comme ça, et il y avait le tabac, il y avait les guirlandes de tabac à pendre, et après il y avait les pots de cahiers et faire des fromages, faire des Saint-Marcelin, il fallait écrémer les pots pour faire le beurre, battre le beurre, etc. etc. Et il y avait des fermiers, ils ne se couchaient pas. Alors je vous dis, cette ferme, être valet de ferme dans une ferme, disons une grande ferme de l'époque, à 20 hectares, c'était quelque chose d'effroyable. J'ai contacté quelques pères, enfin il y avait quelques vieux que j'ai connus qui avaient été valets à 18-20 ans dans ces fermes. Ils en gardaient un souvenir épouvantable. C'était pas étonnant que sitôt revenus du service militaire, ils prenaient le train et puis ils allaient se faire conducteur de tramway ou poinçonneur de tramway, ou ils partaient pour Paris, ou ils se faisaient cocher. C'est un rapproché de l'espérance de vie à l'époque. Ouais. 45, 50 Alors après, on a dit que l'agriculture manquait de bras. Enfin, bref. Ben, je pense qu'il manquait de bras parce que, dans la petite histoire, j'ai retrouvé des documents de parents qui demandaient, qui demandaient l'absence de leurs enfants à l'école pendant la période des foins, par exemple. Donc les enfants n'allaient plus à l'école. Ils n'allaient plus à l'école. Ah ouais. Bien sûr. Les enfants pendant 2 ou 3 mois, absents, parce que cause aide à la ferme. Oui, c'était institutionnel. Il y avait d'abord beaucoup d'enfants d'assistance qu'on faisait bosser, aussi, qui étaient placés dans les fermes à 14-15 ans, même plus jeunes. Et puis à tel point qu'à l'école de Voissin, l'école n'était pas encore construite, ils étaient...